En 1988, on compte environ 9 millions de chiens en France. 35% des ménages en possèdent au moins un. Le marché des aliments pour chiens est un marché très important. Il offre en outre un fort potentiel de développement, puisque les produits industriels ne représentent que 30% de l'alimentation totale. On trouve en gros deux grands types de produits industriels. Les aliments humides, qui représentent 70% des ventes, et les aliments secs, qui en représentent 30%. Les produits secs, autrement dit les croquettes et les flocons, connaissent un fort taux de croissance. Dans d'autres pays européens, ce type de produit est en passe de détrôner les aliments humides. Sur ce marché, les consommateurs ne sont pas les acheteurs. Ce sont les maîtres que les fabricants doivent séduire pour le premier achat. Mais ce sont les chiens qu'ils doivent contenter pour qu'il y ait réachat. Dans l'industrie des pet food, les managers marketing utilisent une typologie fondée sur la relation du maître à son chien. On y distingue le chien enfant, le chien compagnon et le chien serviteur. Pour le chien enfant, la dimension affective est très importante. Le chien est considéré comme un humain, un enfant. Il est gâté par ses maîtres. On lui offre des friandises, des cadeaux. On lui prépare des repas maison. Le chien compagnon reçoit de l'affection, mais reste un animal. Il est l'ami des enfants. On lui donne à manger essentiellement des produits industriels. Le chien serviteur sert avant tout de gardien. Ses maîtres dépensent peu pour son alimentation, on lui donne surtout des restes. Depuis quelques années, le marché a évolué. Les produits répondent de mieux en mieux aux besoins nutritionnels de l'animal. Ils sont devenus plus équilibrés, plus appétants pour le chien, plus pratiques pour le maître. Parmi les nouveautés, il y a eu les repas énergie, les produits pour chiots, les repas pratiques. Mais rien depuis ces 10 dernières années n'a véritablement révolutionné le linéaire des pet food. En mars 88, un bouillon pour chien a été lancé par une petite entreprise. Le créateur de cette PME était l'ancien directeur marketing d'un grand producteur de soft drinks. L'opération de lancement a été baptisée Drinky Pet. On retrouve bien dans ce nom de code l'idée dont nous allons suivre le cheminement. Si vous le voulez bien, pour notre interview, nous aborderons une à une les étapes classiques d'un lancement de produit. Tout d'abord, pour la génération de l'idée. Quelle méthode avez-vous utilisée? Est-ce que vous avez fait une étude des besoins non satisfaits? Vous avez utilisé une ou plusieurs techniques de créativité? Non, rien de tout ça, c'est une pure cogitation personnelle. J'étais directeur marketing chez un grand producteur de soft drinks. Je voyais qu'on vendait beaucoup de boissons. Alors j'avais un chien, j'ai eu tout simplement l'idée d'un aliment liquide pour chien. Voilà, donc j'ai analysé le marché de l'alimentation humaine, j'ai comparé avec celui des pet food, et je me suis rendu compte que certains produits n'existaient pas pour les animaux. Pas de sauce, pas de soft drinks. Donc j'ai décidé d'approfondir l'idée d'une boisson pour chien.
Et pour préciser cette idée et quand même savoir si derrière il pouvait y avoir un concept, alors là j'ai donc fait faire une étude. Quelle méthode avez-vous employée pour cette étude? On a fait 2 réunions de groupe et de la première réunion, il est né 3 concepts. Un concept soft drink, un complément vitaminé et un bouillon. Alors avec le responsable de l'étude, on a examiné le concept de soft drink, mais on l'a vite abandonné, on a pensé qu'il serait perçu comme étant trop futile. Et pour toutes les personnes interrogées, la boisson principale du chien, c'était l'eau. Le complément vitaminé a retenu davantage notre attention, mais quand les enquêtés en parlaient, ils pensaient pour chien malade ou chien déficient. Donc on l'a également abandonné. Et bon, on pense qu'il correspondait à une niche trop petite. Par contre, quand il parlait du bouillon, c'était nettement plus positif. On a donc décidé d'aller plus loin sur cette piste. On a fait une 2e table ronde pour identifier plus précisément les réactions, les attitudes associées à ce concept et la façon dont les gens se le représentaient. D'ailleurs, le mieux, c'est de vous citer quelques phrases clés qui ont été retenues dans le rapport d'étude. Ça changerait de l'eau, ce serait surtout pour le goût, ce serait facile et rapide d'emploi. Il ne faudrait pas que ce soit trop riche par rapport à l'alimentation qu'on donne déjà aux chiens. Ce serait un bon moyen de remplacer la viande. Ça serait utile pour la santé, ça permettrait aux chiens une bonne digestion. Je vois ça odorant, coloré. L'acheteur du produit, il est jeune, dynamique, il ne veut pas se compliquer la vie. Tenez, si vous voulez. En voyant ces résultats, j'ai décidé de lancer un bouillon pour chien. Oui, mais ça, c'est seulement la définition d'un type de produit. Quel était le concept de produit proposé? Bien, 2 directions pouvaient être envisagées, le supplément goût et le supplément nutritionnel. Alors avec le supplément goût, on était sur un axe plaisir, c'est-à-dire faire plaisir à son chien, agrémenter la vie du chien. Et avec le supplément nutritionnel, on était sur un axe santé, être vigilant pour la santé de son chien, lui faire du bien. Quel concept de produit auriez-vous choisi? Complément goût? Complément santé? J'ai pensé qu'on pouvait jouer sur les 2 promesses, parce que le produit pouvait être savoureux et riche sur le plan nutritif. On pouvait donc en faire à la fois un supplément goût pour les aliments secs et un complément santé pour les préparations maison. Alors donc, ça nous faisait un gros marché potentiel. On pouvait tabler d'une part sur le sec, qui représentait environ 30% de part de marché, avec un fort taux de croissance. Et d'autre part, donc, on pouvait exploiter le préparé maison, qui avait échappé jusque-là aux autres fabricants. Alors, à cette époque, je pensais faire d'une pierre 2 coups. Et j'espérais même faire de ce bouillon un produit d'utilisation courante. Vous avez défini le concept, passons à la cible. Quelle variable de segmentation avez-vous utilisée? Je visais les possesseurs de chiens de taille moyenne qui reçoivent une alimentation surtout à base de produits secs. Donc des ménages, disons plutôt aisés, vivant en milieu urbain ou périurbain. Vous me décrivez votre cible en termes de critères socio-démographiques. Vous n'avez pas utilisé la typologie classique sur ce marché, chien-enfant, chien-compagnon, chien-serviteur? C'est-à-dire que notre bouillon correspondait aussi bien au chien compagnon qu'au chien enfant. Et le maître du chien compagnon est sensible à l'apport nutritionnel du bouillon. C'est la composition du produit qui justifie le prix. Quant au maître du chien enfant, il apprécie le plus gustatif du produit. Il achète le produit parce qu'il aime faire plaisir à son chien. Notre manager court de lièvres à la fois. Le concept de bouillon pour chien semble trouver sa place dans une relation maître-chien de type chien-compagnon. Mais il ne semble pas adapté au cas du chien-enfant.
Il est probable que le maître du chien enfant, qui s'investit dans la préparation du repas, ne donnera pas un produit industriel. Souvenez-vous, pendant les réunions de groupe, l'idée d'un produit facile et pratique était apparue associée à un acheteur jeune, dynamique, qui n'aime pas se compliquer la vie. Rien à voir, en principe, avec le maître d'un chien enfant. Par contre, le maître du chien compagnon paraît pouvoir être intéressé par ce produit. Il semblerait qu'à ce moment-là, ce soit pour faire plaisir à son chien, de temps en temps. En visant tout le monde, notre manager risque de n'atteindre personne. Vous le savez, en marketing comme ailleurs, qui trop embrasse, mal étreint. On a vu en gros votre stratégie marketing. On en arrive maintenant à son expression. Le nom de marque, le conditionnement, l'imagerie. Mais pour le nom de marque, j'ai fait faire une séance de brainstorming et il est sorti plus de 50 noms. Voilà. Bon, on a éliminé ceux qui, à l'évidence, n'étaient pas dans le coup, et il en est resté une vingtaine. On avait des noms qui rappelaient tout simplement la catégorie de produits. Des noms qui évoquaient l'univers chien, et d'autres qui évoquaient des bénéfices. Donc, avec l'agence de pub, on a fait une deuxième sélection, et on a gardé 6 noms. On avait Canibouillon, Vita Soup, Vite Soup, Tasty, Punchy, Gusti. La plupart de ces noms évoquaient des bénéfices intéressants. Avec Punchy et Vita Soup, on évoquait le bénéfice forme, vitalité. Gusti, Tasty, le bénéfice goût, plaisir. Et Canibouillon avait l'avantage d'évoquer clairement la nature du produit. Vite Soup, c'était la praticité. Alors donc l'agence m'a proposé 3 pré-maquettes. Voilà, Canibouillon, Punchy et Gusti. Quel nom de marque auriez-vous choisi? Canibouillon, Punchy, Gusti. J'ai choisi Gusti et j'ai déposé le nom. Gusti exprime uniquement le bénéfice goût-plaisir. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec votre stratégie de double promesse, complément goût et complément santé? C'est le moins qu'on puisse dire. En fait, il était bien difficile d'exprimer en un seul nom 2 bénéfices aussi différents. Si on voulait garder cette orientation, une façon de s'en sortir était de trouver un nom qui exprimait simplement la nature inédite du produit. Canibouillon, par exemple. Alors pour le graphisme, nous avons beaucoup hésité entre 2 voies, c'est-à-dire s'inscrire dans les codes graphiques du secteur ou se démarquer de ces codes. Donc l'agence nous a fait des maquettes pour chaque voie. Voilà. Quelle maquette de conditionnement auriez-vous choisi? On a choisi de rester dans les codes des pet food. On craignait avec l'autre option de marginaliser le produit. Voilà, donc le code graphique des pet food, c'est principalement une image de chien. Donc on a fait pareil, on a représenté un chien sympathique de taille moyenne, sans race particulière. Et voilà le résultat. Le graphisme choisi ne rend pas bien compte de la classe inédite du produit. Bien sûr, en y regardant de près, on voit la mention « c'est pas trop tôt », mais il faut chercher. En fait, en ne voulant pas prendre de risques, le manager a couru le danger de passer inaperçu sur un linéaire très encombré. Ok, vous restez dans les codes des pet food, mais vous n'indiquez pas la fonction précise du produit.
Ah, bien vu. Mais on l'avait quand même indiqué au dos du packaging. Ce n'est pas tout. Vous vous rappelez que notre manager avait voulu faire de son bouillon un produit d'usage courant. En effet, on voit apparaître la mention indispensable, mais elle n'est pas bien visible. Il est vrai que c'était un objectif ambitieux, mais de deux choses l'une, ou bien on y croit et on le met en évidence, ou alors on s'abstient. J'imagine que vous n'avez pas eu les moyens de faire le marché test qui se serait imposé dans un tel cas. Vous avez quand même fait des études avant de lancer le produit. Oui, on a fait une petite étude quantitative pour apprécier la réceptivité des acheteurs au concept. Disons que le résultat était encourageant. La moitié des personnes interrogées environ se déclaraient favorables. Voilà. Bon, ça aurait été dans le cadre de mon ancienne entreprise dans laquelle j'étais directeur marketing, j'aurais fait faire un marché test. On a vu la stratégie, l'expression du positionnement. Pour le mix, qu'est-ce que vous avez fait? Je suppose que la mise au point du produit n'a pas posé de problème. Ah, détrompez-vous, les problèmes ont été nombreux. Et bon, heureusement, j'ai eu le concours de l'école vétérinaire de Toulouse pour la conception de la formule. Et ils ont mis au point le produit en faisant sur les chiens tous les tests d'appétence nécessaires qui s'imposaient. Et donc, ils ont sorti deux bouillons, un bouillon aux viandes et également un bouillon aux légumes. Et pour le conditionnement? Sans hésiter, nous avons choisi la brique parce que c'est un matériau moderne et qui a connu un grand succès d'ailleurs avec Pure Soup. Bon, on avait bien pensé une bouteille en verre, mais ça connotait boisson plutôt que bouillon. Nous l'avons donc écarté, et de même que la boîte de conserve parce que ça faisait penser à une pâtée. Pour le format, en revanche, nous avons hésité. Soit un conditionnement d'1 litre vendu en moyenne 9 francs, soit 3 petits packs de 25 centilitres. Mais si on choisissait les petites doses, l'augmentation des coûts de conditionnement amenait à un prix qui nous a paru trop élevé, 13,50 francs. On a donc opté pour le litre. Le choix du litre va bien dans le sens de l'utilisation régulière souhaitée par le manager. Mais l'acheteur qui a entamé une brique d'1 litre est sans doute amené à l'utiliser rapidement. En moyenne, le prix du repas à base d'aliments secs tourne autour de 3 francs. Arrosé de bouillon, le repas revient à 6 francs. Le prix est alors un obstacle important à l'achat régulier. Au contraire, en achetant 3 doses séparées, le maître se trouve dans une logique de gâterie occasionnelle. L'obstacle prix semble devoir jouer beaucoup moins ici. On a évoqué les 2 premiers P, produit et prix. Si on passait au 3e P, la promotion. Quel a été le budget du promo mix? Je disposais en tout et pour tout d'un budget de 2 millions de francs pour la promotion. Bon, je n'ai rien prévu au début pour la publicité média, parce que je pense que ça ne sert à rien de faire de la pub si on n'a pas un minimum de pénétration de la distribution. Donc, j'avais prévu d'en faire au bout d'1 an environ, le temps d'obtenir le minimum de référencement habituellement requis. Et j'ai donc concentré les efforts sur la promotion des ventes et sur les relations publiques. Alors notamment pour la promotion avec une offre de remboursement. Pour les relations publiques, on a présenté le produit aux prescripteurs, c'est-à-dire les vétérinaires, et aux leaders d'opinion, les éleveurs et la SPA principalement. Voilà. Et on a fait aussi, bien sûr, de la relation presse. Et pour le 4e P, la distribution, vous avez procédé comment? J'ai visité moi-même les centrales d'achat de la grande distribution. J'ai recruté une force de vente de multicartes pour les autres circuits et les visites magasins. Je peux dire que j'ai reçu un accueil exceptionnel de la part des acheteurs.
Bon, l'explication est double. Le produit plaisait parce qu'il représentait une réelle nouveauté sur le rayon pet food. Et d'autre part, il devait produire des ventes additionnelles et non des ventes de substitution. Je vous cite simplement un chiffre. Au bout de 7 mois, on avait 80 de DN en hyper. Alors ce fut un succès? Le référencement fut un succès. Et il y a eu d'importants volumes de mise en place en magasin et nos ventes aux distributeurs ont bien démarré, mais les réachats se sont mal faits. C'est-à-dire que beaucoup de consommateurs ont acheté le produit, mais peu ont renouvelé. Vous avez fait une enquête consommateur pour identifier les raisons de cette contre-performance sur le réachat? Oui, bien sûr. Sur un petit échantillon, le résultat était très clair. Il y avait un défaut dans le produit. Et donc la matière s'accumulait au fond de la brique, et quand les acheteurs versaient le produit, ils avaient l'impression de donner de l'eau colorée à leur chien. Alors bon, d'autre part, ils n'ont pas remarqué de signes particuliers de contentement chez leur chien, donc ils se sont estimés floués. Comment avez-vous réagi? Premièrement, on a revu la fabrication du produit, voilà. On a même été jusqu'à créer spécialement en Suisse une unité expérimentale UHT avec l'aide de l'ANVAR. Deuxièmement, j'ai pris conscience à ce moment-là que l'option du double bénéfice n'était pas réaliste. Et donc avec l'agence, on a recentré le positionnement sur le bénéfice goût uniquement. Troisièmement, on a conçu un nouveau packaging pour exprimer clairement ce positionnement. Et on voit ici que le chien prend moins de place au profit du produit qui est mis en scène, tout en respectant les codes graphiques de l'univers pet food. Quatrièmement, j'ai renoncé à mon ambition de faire de Gusty un produit d'utilisation courante. Et dans cet esprit, on a changé de format, on a créé des petits packs de 25 centilitres vendus par 3. Et je pourrais dire cinquièmement, pour aller dans le sens du positionnement goût, on a créé une nouvelle variété à la moelle qui exprime bien ici le bénéfice goût-plaisir. Sixièmement, j'ai foncé pour soutenir ce relancement et j'ai investi en pub télé. L'idée initiale a fait du chemin. La nouvelle orientation paraît nettement meilleure. On ne saura malheureusement jamais ce qu'elle aurait donné. Au moment même où elle opérait le relancement, l'entreprise a été lâchée par les banques. Le problème reste entier de savoir si le concept de bouillon pour chien pouvait trouver une place sur le marché français. Qu'en pensez-vous? Il faut savoir qu'un produit semblable a été lancé quelque temps après en Allemagne. Il existe toujours.